Hey hey, bonjour à tous. Première capsule qu'on va faire un test ensemble. Première capsule sur l'univers matériel, le chapitre 7. On parlait des transformations de la matière et de l'énergie. J'ai un petit peu mal à la gorge, peut-être que ça va sortir vraiment bizarre, mais on va y aller comme ça pareil. Ok, donc si on commence avec ce qu'on avait vu, on a commencé avec les transformations de la matière. Principalement, on avait vu qu'il y en avait deux types. Normalement, tu devrais être capable de les nommer. Sur le bout de tes doigts, tu devrais t'en rappeler. Il y en a deux. Ok? Donc, on avait physique et chimique. On va commencer avec, selon moi, le plus simple des deux, donc les transformations chimiques. Euh, un changement physique, c'est une transformation qui ne changera pas la nature d'une substance. Ok? Euh, on va avoir les mêmes molécules avant et après la transformation. Par exemple, si on a de l'eau sous forme de glace et on la fait fondre, eh bien, on va avoir de l'eau au début, c'est juste que la forme va être différente. Et à la fin, on va avoir encore de l'eau, c'est juste qu'elle va être dans une forme différente. Donc, on appelle ça principalement un changement de phase. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a les mêmes molécules avant et après. Ne pas se tromper entre atomes et molécules, parce que dans le fond, des molécules, c'est des agencements d'atomes particuliers, dans le fond, dans un ordre précis, avec un nombre précis. Donc, si on y va en résumé, ça veut simplement dire que la substance ne changera pas. On parle de la nature de la substance, ça veut dire que du point de vue de ces molécules, on a les mêmes avant et après. OK? Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Les mêmes molécules avant et après. Donc, c'est écrit juste en bas ici en bleu. Ensuite de ça, on avait nommé des exemples de changements physiques. Le premier que je vous ai nommé, c'est le changement de forme. Si on prend un exemple, par exemple, on brise une coupe de verre, eh bien, c'est un changement de forme. Même chose si on chiffonne une feuille de papier, toujours un changement de forme. Donc, c'est important de comprendre le changement de forme, c'est un changement physique. On avait mélange ou séparation de mélange. Par exemple, le plus simple des exemples, ça serait de mettre soit du sel dans l'eau ou de mettre du sucre dans l'eau. On va voir aussi que ça s'appelle une dissolution. Bien, une dissolution, c'est un changement physique. C'est pas chimique du tout. C'est simplement que les molécules de soluté viennent se placer entre les molécules de solvant et vont disparaître pour former un mélange homogène. Changement d'état, ben c'est celui-là qu'on a vu, je pense, plus en détail. Donc, changement d'état, quand on voyait le petit triangle qu'on va voir dans la prochaine diapositive avec solide, liquide, gazeux. Donc, changement d'état, c'est qu'on garde les mêmes molécules. Par exemple, sur l'image qu'on a là, euh, qu'on ait des molécules d'eau gazeuses, des molécules d'eau liquides, c'est toujours des molécules d'eau. Donc, même molécules avant et après, on les a pas changées, toujours un changement physique. On dit aussi souvent que les changements physiques sont réversibles. C'est ça qu'on dit de manière générale, c'est pas tous les changements physiques qui sont réversibles. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, on peut revenir en arrière. Et par exemple, tous les changements d'état sont réversibles. Ok? Par exemple, pour l'eau, bien sûr. Donc, on ne parlera pas d'eau substance pour l'instant, mais rappelons-nous que pour l'eau, on peut se promener autant liquide, gazeux, solide, et c'est tout à fait réversible. Toujours dans les changements d'état, c'est simplement lorsque la matière va passer d'une phase à une autre. Ok? Par exemple, les changements d'état de l'eau, ben, c'est celui que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, on avait solide, on avait gazeux et on avait liquide. Lorsqu'on passe de solide à gazeux, on va appeler ça une sublimation. Donc, celui-là, vous pouvez vous donner des trucs, mais principalement, il faut le savoir par cœur. Donc, solide à gazeux, sublimation. Si jamais on revient dans le sens inverse, gazeux à solide, ben, c'est un peu comme une condensation, sauf qu'au lieu d'être une condensation liquide, on va appeler ça une condensation solide. Donc, on condense les molécules de gaz pour leur donner une forme solide. Si par contre on passe de gazeux à liquide, on va avoir quelque chose qui s'appelle la condensation liquide. Donc, c'est le même, vous voyez le même sens de la flèche de gazeux à solide, condensation solide, de gazeux à liquide, condensation liquide, tout simplement. Donc, si on passe de liquide à gazeux, par contre, on va avoir ce qu'on appelle le terme général. Là, je sais que la plupart vont parler d'évaporation, mais
on parle plutôt de vaporisation parce que c'est un terme euh, plus général en fait. OK? Donc on peut parler soit d'évaporation ou d'ébullition. C'est pour ça qu'on va utiliser un terme plus général, la vaporisation. Si jamais on passe de solide à liquide, c'est quand même assez simple, c'est la fusion. Euh, Par contre, si on passe de liquide à solide, ben, il y a le mot solide dedans, donc solidification. C'est peut-être un des plus faciles à retenir à cause que le mot solide se retrouve directement dans le mot. Comme je disais, pour la vaporisation, on va nommer deux termes, soit l'évaporation ou l'ébullition. Donc l'évaporation, pardon, euh, c'est dû en fait à l'agitation des molécules dans un liquide, ok? Mais pas à l'intérieur, plus à sa surface. Donc il peut y avoir de l'évaporation même s'il ne fait pas très très chaud. Donc il y a des ébullitions qui peuvent se produire même dans un verre d'eau à température ambiante. Certaines molécules vont avoir assez d'agitation pour passer en phase gazeuse. Donc important de savoir qu'évaporation, ça se passe principalement en surface alors que le second, l'ébullition, c'est vraiment à 100 degrés Celsius. Il y a des particules qui sont situées un peu partout dans le liquide qui vont se mettre à s'agiter vraiment. C'est pour ça qu'on voit des bulles de gaz qui se forment quand vous faites bouillir de l'eau. Donc ça, c'est vraiment le terme ébullition. Donc évaporation, c'est plus calme si on veut, c'est à la surface du liquide. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, tandis que l'ébullition, il faut fournir au système de l'énergie pour que les particules puissent devenir gazeuses. C'est bon? Le rôle de l'énergie dans les changements de phase. Okay? Par exemple, quand on chauffe un liquide, ben, c'est simplement que l'énergie thermique va être transférée vers le liquide. Okay? Donc, les particules d'eau, les molécules d'eau, H2O, vont absorber l'énergie jusqu'à temps qu'elles aient assez d'énergie pour pouvoir se détacher les unes des autres. Okay? Donc ça, c'est le début d'un changement de phase. Donc l'eau va changer en vapeur d'eau. Donc, c'est vraiment un terme d'énergie, de mouvement. Donc, plus les particules ont de l'énergie, plus elles bougent, plus elles se collisionnent entre elles, et plus qu'elles ont de la liberté de mouvement, plus elles vont tendre à devenir un gaz. Donc, par exemple, au liquide, plus de l'énergie, ça va nous donner de la vapeur d'eau. Donc, quand on fait bouillir, par exemple, de l'eau sur une plaque chauffante, c'est simplement qu'on donne aux molécules d'eau la possibilité de bouger, de se collisionner et d'entrer dans une autre phase qui s'appelle la phase vapeur. Okay? Donc, la vaporisation ou l'ébullition, pour un terme plus précis, on pourrait parler d'ébullition dans ce cas ici. Toujours dans le changement de phase, mais si on prend un exemple, par exemple, plus différent, on va prendre, par exemple, la congélation de l'eau. Euh, c'est simplement que la température de l'air dans un congélateur va être plus basse que celle dans notre verre d'eau, par exemple. Donc, oubliez pas, la chaleur passe toujours euh, du chaud vers le froid. Donc, c'est toujours la chaleur qui tend à sortir du système. Donc, vu que la température ambiante dans mon congélateur est plus froide, eh bien la chaleur a tendance à vouloir quitter mon verre d'eau. Et c'est pour ça que les molécules d'eau, elles perdent leur énergie, elles perdent leur chaleur, donc elles vont arrêter de bouger. Et dans ce cas-là, elles vont s'aligner, se placer comme il faut, et vont former un réseau cristallin qu'on dit. Donc, il va se former de la glace. Donc, si on prend par exemple de l'eau liquide et qu'on la met dans le congélateur, ben, c'est simplement qu'il va y avoir de la glace plus de l'énergie. J'attire votre attention sur l'énergie. Où est-ce qu'elle se situe? Si elle se situe à droite de la flèche, on va parler d'un dégagement d'énergie. Si l'énergie se trouve à gauche de la flèche que vous voyez là, on va avoir une absorption d'énergie. Ça veut dire qu'il faut fournir de l'énergie au système pour que ça fonctionne. Donc, dans notre exemple ici, on voit les flèches jaune-orange qui tendent à quitter notre verre d'eau, puisque le milieu ambiant est froid. Donc, nos molécules d'eau liquides vont avoir tendance à cesser de bouger et à s'aligner. Et quand les molécules d'eau s'alignent et ne bougent plus, on a ce qu'on appelle un solide. Donc, la solidification ou la formation de la glace, tout simplement. Je reviens sur un concept que j'ai parlé tantôt dans les changements physiques. La dissolution, par exemple, c'en est un. Donc la dissolution, c'est quoi? C'est quand on met en solution un soluté dans un solvant. Donc le solvant, normalement universel qu'on nomme, c'est l'eau. Le soluté, ça va être ce qu'on va mettre dedans. Par exemple, si je veux faire une solution d'eau salée, mon solvant, ça va être l'eau. Et mon soluté, ça va être le sel.
Donc, je vais dissoudre du sel dans mon eau. Donc, par exemple, mon soluté ici, on a un grain de sucre. Bon, c'est différent de mon exemple, mais c'est pas grave, ça a le même principe. Donc, un grain de sucre, mon solvant, de l'eau pure, et ma solution, ça va être quoi? Ça va être un mélange plutôt égal entre mes molécules. Autant mes molécules d'eau que mes molécules, mes grains de sucre. Donc, ça veut dire que mes molécules de sucre vont venir s'intercaler de manière plus ou moins égale entre les molécules d'eau jusqu'à ce qu'on perde en fait justement qu'on ne voit plus en fait notre soluté. Donc il est complètement dissous. Si jamais on met trop de soluté pour la capacité du liquide, mais il va y avoir un dépôt qui va se faire dans le fond de l'eau. Donc ça veut dire que là, ma solution va être sursaturée en soluté. Un autre indice de changement physique, on va parler de déformation. Okay? Une déformation, c'est quand même simple. Il y a le mot forme dedans, donc c'est un changement de forme d'un corps quelconque. Okay? Donc il y a certaines déformations qui sont réversibles, par exemple étirer un ressort. D'autres sont irréversibles, comme froisser une feuille de papier ou briser un verre. Tous les changements de forme sont soit réversibles ou irréversibles. Donc, réversible, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière à la position initiale. Irréversible, ça veut dire qu'on ne peut pas retourner en arrière pour avoir le même objet qu'au début. Donc, ça fait pas mal le tour des transformations physiques. Au niveau des transformations chimiques, on avait vu que les transformations chimiques changeaient la nature d'une substance. Donc, c'est complètement le contraire d'une transformation physique. Okay? Dans une transformation chimique, ça a pour effet de créer des molécules différentes qui vont posséder aussi des propriétés différentes. Donc, par exemple, il n'y a rien de mieux qu'une image pour l'expliquer. Si, par exemple, avant la réaction, j'ai des réactifs, par exemple, comme ces types de molécules-là, la première molécule à gauche, on a du dihydrogène, puis à droite, les deux boules vertes, ensemble, on a du dichlore. Ça veut dire deux atomes de chlore qui sont joints ensemble. Donc, c'est important de regarder le avant la réaction, c'est ce qui est avant la flèche. La flèche, c'est ce qui se produit durant la réaction. Et après la flèche, on a les nouveaux produits. Donc, au début, on a, en vous voyant de parenthèse, on a des réactifs, ceux qui vont réagir ensemble. Et après, on a des produits qui sont en fait euh, un nouvel arrangement des molécules qu'on avait au début. Donc, les molécules qu'on a après, par exemple, on a 2 HCl, ben on voit que 2 HCl, HCl, c'est complètement différent soit de H2, soit de Cl2. Sauf que on a été obligé de posséder le H2 et le Cl2, donc il fallait les avoir pour pouvoir les dissocier et les réassocier ensemble. Donc, même si on a les mêmes atomes avant et après, ça c'est complètement normal, on n'a pas les mêmes molécules. Donc c'est pas du tout, on a totalement changé la nature des substances qu'on avait au début. Si ça avait été un changement physique, on aurait eu H2 plus Cl2, flèche, H2 plus Cl2. OK? Donc, si vous voulez savoir si c'est un changement physique ou chimique, il faut regarder, est-ce que j'ai les mêmes molécules, pas les mêmes atomes, les mêmes molécules avant et après pour savoir si j'ai affaire à une transformation physique ou une transformation chimique. Dans une transformation chimique, on a toujours une conservation des atomes. Si on prend un exemple, la combustion du méthane, par exemple. Donc, la combustion du méthane, on va avoir du méthane, CH4, plus de l'oxygène, 2O2. Ça va nous donner une molécule de CO2 et deux molécules d'eau. Donc, si tu regardes à gauche, qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on a le même nombre d'atomes avant et après, sauf qu'on a CH4 puis O2 à gauche, CO2 puis H2O à droite. C'est complètement différent, donc on a affaire à une transformation chimique. Mais si on s'amuse à compter les atomes, on a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, vous les avez ici, donc c'est le chiffre qui est après le H, et on a 4 atomes d'oxygène. Pourquoi 4 atomes d'oxygène? Ben, c'est qu'on a un 2 en avant, donc 2 molécules de O2, donc 2 fois 2, 4. Donc c'est important de compter comme ceci. Si on regarde à droite principalement, on va avoir encore un atome de carbone,
4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Donc, on a les mêmes atomes en même quantité avant et après. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a dissocié nos molécules de gauche, on les a comme mélangées ensemble, puis on a formé des nouveaux produits qui sont simplement le réarrangement des mêmes atomes qu'on avait, mais on n'a pas les mêmes molécules avant et après. Donc, ça a changé la nature de nos substances tout en gardant les mêmes atomes. Okay? Donc, c'est important de regarder les molécules avant et après la transformation. Si on veut savoir les indices de changement chimique, il y a certains indices qui peuvent nous aider. Comme on l'a vu en démonstration euh, au dernier cours, on avait vu les tests des flammes. On mettait en feu, si on veut, certains sels de métaux bien connus. Puis on regardait en fait ce qui se produisait. Donc on avait principalement un dégagement gazeux. On avait aussi un dégagement de chaleur. On avait même une émission de lumière parce que ça faisait une flamme. Mais on n'avait pas de formation de précipité et on n'a pas vraiment de changement de couleur. Donc, on avait principalement les trois du centre. Donc, ça, c'est les cinq, si on veut, indices principaux d'un changement chimique. Donc, si tu as un changement de couleur, un dégagement gazeux, un dégagement ou une absorption de chaleur, une émission de lumière ou la formation d'un précipité, il y a une petite cloche qui doit sonner dans ta tête puis qui doit te dire c'est pas un changement physique certain, ça va être un changement chimique. OK? Toujours dans les changements chimiques, on peut avoir principalement, ceux qu'on a vus en classe, il y en a principalement quatre. Euh, on a la synthèse, on a la décomposition. En fond, synthèse, c'est le contraire de décomposition. Décomposition, c'est le contraire de synthèse. On a l'oxydation, puis on a la précipitation. Donc, on va les regarder les quatre un petit peu plus en détail. Pour ce qui est de la synthèse, ça va être la formation d'une ou de plusieurs molécules complexes à partir d'atomes ou de molécules plus simples. Okay? Si on prend par exemple deux molécules de dihydrogène, donc H2, peuvent réagir avec une molécule de dioxygène pour former deux molécules d'eau, donc H2O. Pardon. Donc si on a H2 et O2, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même des molécules assez simples. On va même parler d'éléments diatomiques. Parce que dans le fond, on a deux atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène. Donc c'est relativement simple. On les mélange ensemble. En fait, on les fait réagir ensemble. Et l'autre bord de la flèche, on va avoir deux molécules d'eau. Si on parle du rôle de l'énergie dans une synthèse, euh, c'est simplement en fait la synthèse, on va simplement dire que c'est une réaction chimique qui peut soit absorber, soit dégager de l'énergie. Dans l'exemple que vous avez là, euh, est-ce que ça va être un dégagement ou une absorption? Je te laisse 5 secondes pour y penser. Et si tu me dis que c'est un dégagement d'énergie, tu as tout à fait raison. Dans le cas ici, on a l'énergie qui se trouve après la flèche, ce qui veut dire qu'on a produit de l'énergie. Donc la réaction elle-même va générer de l'énergie et c'est même une, une réaction qu'on utilise couramment, par exemple, dans les fusées pour envoyer des astronautes dans l'espace. Si par contre, je vous donne cet exemple-là, donc du diazote avec du dioxygène, plus de l'énergie nous donne 2 NO2, et bien là, il faudrait que tu sois capable de voir que c'est une absorption d'énergie parce qu'on donne de l'énergie à nos deux réactifs pour qu'ils réagissent entre eux puis qu'ils produisent un nouveau produit qui est différent en fait des deux molécules qu'on avait avant. La décomposition, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est l'inverse, si on veut, de la synthèse. Donc, une décomposition, ça va être la transformation de molécules complexes en molécules plus simples ou en atomes. Donc, c'est exactement la définition inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Tantôt, on partait de plus simple vers du plus complexe. Maintenant, on va prendre du plus complexe puis on va l'amener au plus simple. Donc, on va décomposer. C'est la même définition pour le rôle de l'énergie. Donc, ça peut soit absorber, soit dégager. Ce qui est important de se rappeler, c'est que si, par exemple, dans notre synthèse, on avait besoin de donner de l'énergie au système, ben c'est sûr que si on décompose la même molécule qu'on venait de produire,
eh bien, c'est certain que si on avait dû fournir de l'énergie, ben maintenant, la réaction va en libérer. Donc, c'est toujours le contraire de ce qui se passe soit euh, dans la synthèse ou la décomposition. Donc, si on a besoin de fournir de l'énergie pour synthétiser quelque chose, ben pour le défaire, il va nous fournir de l'énergie. Et ça va être proportionnel, ça va être en fait la même quantité d'énergie, c'est juste qu'au lieu d'être absorbée, elle va être dégagée et vice-versa. Donc, par exemple, si je vous donnais l'exemple de la décomposition de l'eau, ça c'est une décomposition parce que dans le fond, on part du plus complexe. H2O, c'est plus complexe que H2 et O2. Donc, on doit fournir de l'énergie. Donc, ça nécessite une absorption d'énergie. Dans le cas contraire, si on fait la synthèse de l'eau, on voit que l'énergie ne se trouve plus devant la flèche, mais elle se trouve après la flèche. Donc, ma première équation, c'est le processus inverse de la deuxième équation. Et on voit que l'énergie se promène avant la flèche, après la flèche, puisque c'est le contraire, chacun par rapport à l'autre. Donc, synthèse est le contraire de la décomposition, et décomposition est le contraire de la synthèse. Pardon, je manque de voix. OK, l'oxydation. Donc, l'oxydation est un changement chimique qui implique de l'oxygène ou une substance qui a les mêmes propriétés que l'oxygène. Donc, ça nous prend absolument un oxydant. Donc, avec une molécule qui oxyde, euh, normalement, ça va être l'oxygène. L'exemple le plus courant qu'on connaît tous ou presque, c'est celui de la rouille. Donc, par exemple, le fer va réagir avec l'oxygène, ça va former en fait de l'oxyde de fer, plus de l'énergie. C'est une réaction qui se fait tellement lentement que c'est dur d'observer qu'il y a un dégagement d'énergie. Donc, mais si on restait proche ou si on regardait constamment une chaîne en train de rouiller, par exemple, comme dans l'exemple, ou un clou qui est en train de rouiller, et qu'on pouvait mesurer la perte d'énergie qui se passe à ce moment-là, ben on constaterait qu'il y a justement un dégagement d'énergie. Une oxydation classique qu'on connaît très bien, c'est le feu de camp. C'est l'exemple que j'avais donné en classe. Un feu de camp, c'est que tu constates vraiment rapidement, parce que c'est une réaction qui se fait tellement plus rapidement que la rouille, que tu constates l'énorme quantité d'énergie qui est dégagée. C'est pas pour rien, on peut même se chauffer des maisons avec le feu. Mais c'est un exemple typique d'une oxydation, ça aussi. Un autre exemple aussi, les aliments qui peuvent s'oxyder. Si tu croques une pomme et tu la laisses sur le comptoir, ou si tu laisses tes bananes trop longtemps sur le comptoir, tu vas te rendre compte qu'ils peuvent brunir. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Donc l'oxygène peut réagir avec de nombreuses substances. Dans nos cellules aussi, il y a de l'oxydation. Je vais passer un petit peu plus vite là-dessus. En fait, c'est simplement que dans nos cellules, euh, le sucre va réagir avec l'oxygène qu'on inspire et toute la réaction va produire en fait du CO2, de l'eau et de l'énergie. Donc c'est normal qu'en mangeant et en respirant, c'est les mêmes déchets qu'on va retrouver dans notre corps. En fait, vous constatez quand vous inspirez, c'est de l'oxygène. Quand vous expirez, c'est du CO2. Et la raison pour laquelle vous mangez, c'est parce que vous avez besoin d'énergie pour survivre, pour vivre, pour faire vos activités de tous les jours. Après l'oxydation, on avait vu que c'était la précipitation. Donc la précipitation, c'est simplement la formation d'une substance solide, peu soluble ou pas du tout soluble. Ça, on va l'appeler le précipité. Lorsqu'on mélange deux solutions entre elles. Donc quand on prend deux liquides, par exemple comme ceci, en enlevant la musique, ça va être un peu mieux. Donc si on regarde tranquillement, on a une solution. En mélangeant les deux solutions, on voit qu'il y a tout de suite la formation d'une substance non soluble, qu'on ne peut pas dissoudre, qu'on ne peut pas diluer, qu'on ne peut rien faire. C'est simplement un précipité qui se forme dans notre solution. On utilise la précipitation dans certains procédés de purification parce que c'est plus facile après ça de recueillir soit par filtration ou décantation la substance qu'on vient de former, tout simplement. Okay? Donc la précipitation, c'est une réaction normalement qui implique très peu d'énergie. Donc en 7.2, on parlait de l'énergie.
Donc on constate, normalement en science, on va dire que l'énergie peut faire deux choses principales. L'énergie peut soit accomplir un travail ou elle peut provoquer un changement. Donc c'est les deux choses à savoir pour l'énergie, soit accomplir un travail, soit provoquer un changement. Donc, l'énergie, c'est quoi? L'énergie, ça va être la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement. Donc, par exemple, si quelqu'un lève le bras en position comme ça, dans le fond, du bas vers le haut, ben, on va dire qu'il effectue un travail. Un autre exemple de changement, c'est par exemple de la glace qui fond au soleil. Euh, ça, c'est vraiment un changement. Donc, c'est même un changement de phase, là. On va passer de solide à liquide. Mais c'est ça. L'énergie, on peut la constater soit en faisant un travail ou en effectuant un changement sur une substance. Bon, pour mesurer l'énergie, normalement, on va utiliser le joule. Le joule, ça a été utilisé par convention. En fait, la, c'est simplement la capacité nécessaire pour en fait soulever un objet de 100 grammes. Comme on l'avait dit en classe, c'est simplement un joule, c'est par exemple soulever un objet de 100 grammes sur une hauteur de 1 mètre. Okay? Donc après ça, on peut faire des comparaisons. Par exemple, si on veut lever un objet de 200 grammes sur la même distance, ben, on va devoir fournir deux fois plus d'énergie, donc 2 joules. Et c'est le même principe si on veut soulever deux fois plus haut un objet de 100 grammes, ben, il va falloir fournir quand même 2 joules. Donc c'est toujours proportionnel. Donc on se fie aux données qui sont de 1 mètre pour 100 grammes. Et on fait la conversion tout simplement soit par produit croisé ou par fraction équivalente, tout simplement. On a vu aussi les formes d'énergie. Euh, les formes d'énergie, vous les avez ici. Donc, je ne vais pas toutes les passer en détail. C'est important d'être capable d'en nommer quelques-unes, là, au moins. En fait, toutes celles-là, vous serez capable de les nommer. Nous, on va avoir plus en détail principalement quatre. Euh, L'énergie thermique, par exemple, c'est l'énergie qui résulte du mouvement des particules d'une substance dans toutes les directions. Donc, plus il y a de l'agitation moléculaire, plus il y a de l'énergie thermique. Euh, Par exemple, si on prend la température d'un corps, on mesure en fait le degré d'agitation des atomes et des molécules qui vont le constituer. Ok? Même si on ne voit pas toujours les molécules, en fait, ben, on ne les voit pas du tout, là, mais les particules de matière sont toujours en mouvement. Par exemple, même si on a un bloc de bois à température ambiante, il y a quand même un léger mouvement dans la matière qui n'est pas perceptible à l'œil nu, mais on sait que les atomes et les molécules bougent constamment. Donc, si on se fie à ce genre de problème, en fait, c'est simplement que pour le même nombre de particules ou de molécules, plus la température d'une substance va être élevée, plus elle va avoir de l'énergie thermique, c'est logique, et plus ces particules vont bouger. Donc, plus il y a de l'agitation, plus la température est élevée, et plus la substance possède d'énergie thermique. Aussi, pour la même température, plus une substance contient de particules, plus elle va avoir d'énergie thermique. Donc, si par exemple j'ai 10 grammes de fer et 20 grammes de fer, euh, à température égale, celle qui a 20 grammes de matière va avoir normalement plus de particules, donc va posséder une plus grande énergie thermique. Dans l'exemple ici, tu devrais être capable de me dire laquelle des deux possède la plus grande énergie thermique, mais ça va être celle-là à 25 degrés Celsius. Okay, donc l'agitation va être plus grande. Par contre, si j'ai deux verres ou deux récipients à 4 degrés Celsius, j'ai 1 litre et 250 millilitres, ben là, ça va être la carafe de gauche, celle de 1 litre, qui va posséder la plus grande énergie thermique parce que il y a plus de particules qui peuvent être en mouvement. Donc, les probabilités, en fait, ou les chances qu'il y ait plus d'agitation, c'est nettement dans celui du 1 litre. Si on prend des exemples, par exemple, de la neige qui fond au soleil,
Une chaudière de locomotive, en fait, à vapeur qui va faire avancer le train. En fait, c'est la vapeur d'eau la pression de la vapeur d'eau qui va faire actionner les pistons. Le brûleur d'une montgolfière qui chauffe l'air puis qui permet au ballon de s'envoler. C'est un autre exemple. Ensuite de ça, on avait l'énergie rayonnante. L'énergie rayonnante, c'est l'énergie qui est contenue puis qui est transportée par une onde électromagnétique. Par exemple, ben, le soleil. Donc, la raison pour laquelle le soleil nous réchauffe, c'est simplement qu'il y a de l'énergie qui est transportée par cette onde électromagnétique-là. Donc, les ondes magnétiques, électromagnétiques peuvent transporter de l'énergie d'un endroit à l'autre. La quantité d'énergie va dépendre de la longueur d'onde puis de la quantité de rayonnement. Donc, plus qu'on a de rayonnement ou plus la longueur d'onde est élevée, plus la longueur d'onde est courte, normalement, on va transporter plus d'énergie. Si on compare à quantité égale, comme je viens de dire, plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie transportée va être grande. Et vice-versa. Donc, plus la longueur d'onde est longue, moins il va y avoir d'énergie qui va être transportée. Donc, si on a le spectre des ondes connues, en fait, les plus connues, on passe des ondes radio, micro-ondes, infrarouges, lumière visible. Nous, on voit simplement la petite bande qu'on a au milieu, la lumière visible. Ensuite, on a les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. On passe de la plus longue longueur d'onde à la plus courte longueur d'onde. Donc, les ondes radio, c'est des ondes qui sont très longues et peu énergétiques. Les rayons gamma sont très énergétiques parce qu'elles ont des petites longueurs d'onde, donc euh, la fréquence est normalement plus élevée. Donc, un exemple de longueur d'onde plus longue, on a celle de gauche. Puis longueur d'onde plus courte, par exemple, on pourrait parler euh, des ondes radio versus les ondes alpha. C'est ça. Ensuite, on avait vu l'énergie chimique. Donc, l'énergie chimique, c'est celle qui est emmagasinée dans les liaisons d'une molécule. Il faut savoir que l'énergie chimique, c'est une énergie qu'on appelle de réserve. Euh, donc, elle ne fait pas vraiment un travail ni un changement. Ok? C'est simplement que en réorganisant les liaisons, on peut libérer l'énergie qu'elles contiennent. Ok? Donc, il faut briser des liaisons chimiques entre des atomes pour former soit des nouveaux produits, et avec ça, on peut libérer normalement l'énergie qui se trouvait en fait dans les liaisons. Parce que dans le fond, pour faire une liaison chimique, ça prend normalement de l'énergie. Et lorsqu'on brise ces liaisons-là, ben, on regagne l'énergie qu'on avait placée pour les former. Tout simplement. Et aussi, normalement, plus la liaison va être forte, plus l'énergie va être grande. Si on prend des exemples classiques, dans le fond, la combustion de l'essence qui fait tourner le moteur des automobiles, c'est un exemple de transformation chimique. La combustion de l'huile ou du gaz peut permettre l'éclairage des rues. Oui, exactement, je l'ai ici. Et troisième exemple, par exemple, la photosynthèse permet aux végétaux de transformer l'énergie solaire en énergie chimique, de la stocker dans les liaisons d'une molécule de glucose. Ensuite, on a vu l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, en fait, c'est l'énergie qui résulte de la vitesse d'un objet, de sa masse et de sa position par rapport aux objets environnants. Donc, ça peut être une de ces trois-là ou les trois ensemble. Euh, Si on veut comprendre le principe, on a juste à prendre, par exemple, un automobile qui roule soit à 100 km/h ou à 30 km/h et qui percute un mur. Donc, dans lequel des deux cas, on va constater une plus grosse perte de matière de l'automobile, ou si je peux dire, l'automobile va être-elle plus amochée lorsque le véhicule roule 30 ou lorsque le véhicule roule 100 km/h. Normalement, tu devrais savoir qu'à 100 km/h, les dommages sont plus grands. Donc, tu as plus de chances aussi de mourir à 100 km/h qu'à 30 km/h. Donc, c'est un exemple classique qu'on se rend compte que la vitesse joue beaucoup sur l'énergie mécanique. Ou si on suppose, par exemple, une personne qui tient simplement une roche dans ses mains,
euh, même si la pierre ou la roche bouge pas, s'il l'a juste dans ses mains, la pierre possède quand même une énergie mécanique. Ok? On va dire que c'est une énergie mécanique qui est potentielle, donc potentiellement douloureuse pour elle si elle fait tomber la pierre vers le sol. Puis si la pierre arrive sur son pied, ben ça fait bobo sur le pied. Donc si on prend l'exemple ici, par exemple, la roche A, quand elle était en haut, elle avait quand même une plus grande masse, pas plus grande masse, elle avait simplement une plus grande énergie mécanique, simplement parce qu'elle était positionnée beaucoup plus haut, donc son énergie potentielle était plus élevée. Et vous constatez ici que ben là, vous avez le texte qui peut vous aider. La roche A possède plus d'énergie, comme on vient de dire, que les roches B et C. La roche B possède la même énergie mécanique que la roche C. OK? Mais c'est simplement qu'il y en a une qui va l'avoir en énergie potentielle, puis l'autre, elle va l'avoir en énergie cinétique. Transformation et transfert d'énergie. Une transformation d'énergie, c'est simplement le passage de l'énergie d'une forme à une autre. Par exemple, une bûche de bois qui brûle va dégager de l'énergie. Ok? Au cours de la combustion, il y a une partie de l'énergie chimique dans les molécules du bois qui va être transformée en énergie rayonnante, parce que tu vois qu'il y a de la lumière quand tu fais un feu. Il va y avoir aussi de l'énergie thermique, donc une agitation des molécules. Donc l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut passer d'une forme à une autre. Donc au départ, on avait de l'énergie chimique. Et quand on a déclenché la réaction, on obtient de l'énergie rayonnante et de l'énergie thermique principalement. Dans l'exemple de la combustion du bois, l'énergie passe des bûches au milieu environnant. Ok? Par exemple, aux personnes qui se trouvent autour du feu. Donc, en plus de ça, l'énergie peut passer d'un milieu à un autre. En plus de se transformer, elle peut se déplacer, elle peut se transférer. Ok? Donc, quand on parle de transfert d'énergie thermique, normalement, on parle d'un concept plus vague qui s'appelle la chaleur. La chaleur, en fait, c'est un transfert d'énergie thermique entre deux milieux de température différents. Ok? La chaleur va toujours passer du milieu ayant la température la plus élevée vers le milieu ayant la température la moins élevée. C'est le même exemple que je vous donnais quand vous preniez dans vos mains une tige métallique et une tige en bois à la même température. C'est simplement que celle qui conduisait le mieux la chaleur, c'était la tige métallique. Donc, elle allait retirer l'énergie que tu avais ou la chaleur que tu avais dans ta main, température plus élevée. Donc, c'est pour ça que tu constatais le transfert de chaleur, puisque ta main était plus chaude que le métal sur lequel ta main était placée. Et pour celui-là, si on prend les exemples, ben, par exemple, on peut avoir de l'énergie électrique. Euh, Quand on branche la lampe dans le mur, c'est de l'énergie électrique. L'ampoule va nous fournir une énergie rayonnante et une énergie thermique. Si tu mets ta main sur l'ampoule, tu vas voir que c'est assez chaud. Puis si tu mets tes yeux devant, tu vas te rendre compte que ça rayonne pas mal. Un autre exemple, par exemple, l'énergie rayonnante en énergie chimique, ben, les plantes le font à tous les jours, donc ils transforment l'énergie du soleil, l'énergie rayonnante, en énergie chimique. Nous, on peut le faire aussi, donc en mangeant, on peut prendre de l'énergie chimique des aliments et on peut la transformer en énergie mécanique quand on bouge, quand on vit, quand on respire. Donc tous les mouvements qu'on fait proviennent de l'énergie chimique qu'on est allé chercher dans les aliments. Et par exemple, une roue d'un moulin transforme l'énergie mécanique en énergie mécanique. Donc ça, c'est simplement un transfert. En fait, c'est pas super compliqué. Donc c'est simplement qu'on a la même énergie qui est fournie avant-après. Donc l'eau fait tourner la roue. Puis après ça, nous, on peut actionner des engins de toutes sortes. Donc ça fait pas mal le tour de ce qu'on a vu à date sur le chapitre 7. Euh, Tu peux réécouter cette vidéo-là comme tu le sens. Il n'y a pas de limite de visionnement. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous rassurer ou vous aider dans votre étude. Si c'est le cas, on va continuer à en faire. Sinon, ben, on discutera de ce que vous préférez, ce que vous aimez. Je peux essayer de les faire plus courts aussi pour les prochaines fois. Donc, bonne étude là-dessus. Salut.